Et le choix ce soir, soit la polémique entre Didier Raoult et les hôpitaux de Paris, soit celle entre Roselyne Bachelot et les médecins libéraux. Alors on a déjà parlé de Didier Raoult, on vous propose donc d'écouter Roselyne Bachelot. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de Pasteur ? Qu'est-ce que c'est que cette médecine ? Mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. Alors, les médecins dénoncent ces propos, ils rappellent, les médecins libéraux en tous les cas, ils rappellent le sacrifice d'une cinquantaine d'entre eux qui sont morts du coronavirus après avoir été contaminés. On vous pose la question sur Twitter, Roselyne Bachelot a-t-elle raison de dénoncer l'attitude des médecins sur la pénurie de masques et de blouses ? Alors, on vous a posé la question un petit peu tard, donc vous pouvez continuer à y répondre, on va en débattre. Pour l'instant, vous êtes partagé sur la réponse. Il y a une légère majorité qui répond non, mais vous êtes partagé. Vous n'êtes surtout pas été nombreux à voter, donc vous pouvez continuer à voter. Il y a ce commentaire de David qui nous dit « Mettre sur le dos des hôpitaux la gestion de leur propre stock de masques était une mesure budgétaire. Continuer à diminuer le budget alloué à la santé chaque année par la suite est un non-sens. Et pas que pour cette raison. La santé devrait être étrangère à la rentabilité et libertarien va plus loin. Vous nous dites, ces propos sont hontés. Plusieurs mois d'appels de détresse des pros de la santé et rien, sérieusement. 40 pros qui ont voué leur vie pour les autres sont décédés. Il y en a même, on parle même de 50 morts. Et donc, il estime que Roselyne Bachelot devrait être à la retraite. Et il dit également, on reparle des sacs poubelles comme blues. Fergan Aziari, si vous m'entendez, moi j'avais une autre question à l'inverse. Finalement, quand on entend Roselyne Bachelot, son discours est assez libéral, non ? Nos intervenants ne nous entendent pas encore. On va continuer à donner vos propos. Il y a Lisbeth qui nous dit « Et que dire de l'inflation lamentable du prix des équipements sur les professionnels de santé ? On enverrait sur le front des soldats qui devraient se procurer d'or, à prix d'or leur propre fusil. Quelle est la légitimité de cette ex-ministre à apporter la moindre critique, elle dont la réussite à ce poste n'est pas une certitude, si ce n'est celle d'une utilisation excessive des deniers publics pour une protection inutilisée. » Alors, il paraît que, de nouveau, nos intervenants m'entendent et vont me sortir de ce moment de solitude dans lequel je commençais à me trouver. Et je n'étais pas très content d'être autant isolé, un peu mal à l'aise. Mais je repose donc la question à Fergan Aziari. Finalement, ces propos de Roselyne Bachelot, peut-être que vous ne les avez pas entendus, mais on en a beaucoup parlé depuis ce matin, sont assez libérales. Ça devrait vous plaire, non ? D'un côté, c'est vrai que ses propos sont un peu intéressants et à la fois, elle est un peu aussi gonflée, si je puis dire. Intéressant parce que il est vrai qu'on vit dans un pays où l'État a remplacé Dieu et où on attend tout de l'État, c'est-à-dire que le simple fait de se tordre la cheville fait que ensuite vous appelez le président de la République au secours. Et c'est vrai que la culture de l'entraide spontanée a complètement disparu à force de tout attendre de la bureaucratie. Maintenant, il faut aussi rappeler que cette entraide spontanée, elle n'a pas été facilitée par la puissance publique. Qu'on songe à la période de réquisition des masques qui, comme beaucoup de journalistes l'ont souligné, ont complètement asséché les sources d'approvisionnement des masques, entre autres choses, ce qui rendait le travail des importateurs, des distributeurs beaucoup plus difficile parce que tous les signaux de prix, tous les signaux de marché ont été anéantis par cette politique soviétique de réquisition qui, soi-disant, avait donc pour objectif de juguler la pénurie quand elle l'a aggravée. Donc, il est vrai
que nous avons perdu cette culture de l'autonomie, mais en même temps, elle n'a pas été facilitée, voire elle a été grandement sabotée par la puissance publique en raison de toutes les interférences qui ont empêché finalement l'offre de s'ajuster à la demande pendant toute cette crise. Je salue Nicole, Roland qui nous ont rejoints sur la page d'accueil du Figaro. On va donner vos commentaires. Lucille, vous qui m'aviez dit dans un épisode précédent, à mon avis, pendant le confinement, que vous regrettiez que les autorités ne faisaient pas assez confiance à la société civile, vous devriez être d'accord quand même avec ce que dit Roselyne Bachelot, non ? Le sujet de la confiance, il est posé. C'est clair qu'il y avait un côté très vertical, d'ailleurs même dans le confinement, dans la méthode de confinement, c'est une méthode assez policière. Après, dans l'intervention de Roselyne Bachelot, il y a deux choses. Elle dit notamment que les collectivités locales auraient dû, au fond, prendre davantage leurs responsabilités, vous savez, pour fournir les masques à tous les acteurs de santé. Et elle invite à une forme de décentralisation qui n'était pas le préfet avec sa charrette. L'image, elle a un goût de l'image, d'ailleurs, qui est extraordinaire, Roselyne Bachelot. En revanche, je suis très critique sur le fait qu'elle ait pu expliquer que les médecins généralistes, les médecins de ville, étaient responsables de la constitution d'un stock de masques, qu'il fallait qu'ils portent des blouses, etc. Vous savez, ces médecins ont été en première ligne, en fait, face à l'inquiétude de la société, face aussi au fait qu'on ne connaissait pas à l'avance les symptômes du coronavirus. Donc, ils ont découvert en direct, avant même l'hôpital, un certain nombre de symptômes. Je ne sais pas si vous vous rappelez le feuilleton du coronavirus, c'est-à-dire qu'on nous disait ça commence par la fièvre, la respiration. Après, on nous expliquait qu'il y avait aussi de la diarrhée, puis qu'il y avait des symptômes dermatologiques très graves. Et au fond, c'est là qu'on a découvert que selon le système immunologique de chacun d'entre nous, les symptômes étaient différents. Donc, je crois que ces médecins étaient en première ligne. D'ailleurs, il y en a plusieurs dizaines qui sont morts. Il y en a 16% qui ont été contaminés. Et du coup, leur renvoyer la balle alors qu'ils n'avaient ni masque ni blouse, en expliquant que c'était leur responsabilité une fois que la pandémie était là, moi, je suis très critique là-dessus. En revanche, je pense que la collaboration entre acteurs publics, collectivités locales et l'État aurait dû être beaucoup plus forte et qu'il y a eu une espèce de concentration des pouvoirs. Et d'ailleurs, même du côté de l'hôpital, ça a été complètement hospitalo-centré. On se rappelle que les médecins généralistes existaient. On n'en a pas du tout parlé, vous vous rappelez, au début de la crise. Lucille, je ne veux pas refaire la commission d'enquête, mais précisément sur ce qu'a déclaré Roselyne Bachelot, quelle que soit la personnalité de Roselyne Bachelot, sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle a dit ? Je ne suis pas d'accord avec la critique des médecins généralistes qu'elle a fait. Je suis d'accord avec la critique qu'elle a pu faire par rapport aux collectivités locales. C'est-à-dire que ce qu'on appelle société civile, tout ce qui n'est pas l'État, d'une certaine manière, je crois qu'il faut différencier les rôles. Lorsque vous êtes maire d'une grande ville, lorsque vous présidez un conseil départemental, lorsque vous êtes responsable d'une agence régionale de santé, vous n'êtes pas obligé d'attendre que Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Véran aient parlé pour agir. Donc, je pense que le sujet qui est devant nous, c'est qui est responsable, qui se sent responsable, mais je ne crois pas que dire que les médecins de ville étaient responsables du fait de ne pas avoir de masque était quelque chose... je pense qu'ils ont été suffisamment en première ligne face à la pandémie pour ne pas en rajouter en disant... je le rappelais, ils sont morts. Ouais. Donc, c'était une question de vie et de mort. Une cinquantaine, certains disent 40, mais ce matin, en tout cas, le président du syndicat des médecins libéraux, lui, évoquait le chiffre de 51, si mes souvenirs sont bons. Vous avez mis en cause les élus locaux. Alors, je voudrais avoir la réaction d'une ancienne élue locale, en la personne de Céline Pina. En fait, on a peu de mémoire parce que, rappelez-vous, en fait, les élus locaux ont réagi. On a un certain nombre de régions qui ont commandé des masques. Et rappelez-vous d'ailleurs les histoires un petit peu amusantes, à mon avis, pas pour les gens qui les vivaient, où les régions voyaient les masques être pris par l'État quand elles arrivaient sur le tarmac des aéroports. Donc, les régions ont essayé de réagir. Les ARS, peut-être que là, il y aurait une critique un peu plus forte à faire, puisqu'elles étaient chargées notamment de l'urgence sanitaire et elles ont été extrêmement absentes dans tout le combat qu'on a dû mener contre le coronavirus. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on se rappelle dans quel contexte ces phrases sont dites. Ces phrases sont dites dans un contexte où on sait qu'on a envoyé des gens au front sans le minimum nécessaire.
et où on a aujourd'hui des séries de politiques qui nous disent tout va bien, tout va très bien, tout était sous contrôle, tout était anticipé. Et d'ailleurs, moi, quand je suis partie, il y avait ce qu'il fallait, donc c'est forcément la faute de l'autre. Et on a des gens qui ouvrent le parapluie en permanence, et on peut comprendre, ils ont peur que leur tête soit sur le bidon. Le seul problème, c'est que personne ne cherche de solution. Aujourd'hui, on ne cherche pas les éléments matériels de fait. À un moment donné, c'est très simple. Il y a l'EPRUS, le directeur de l'EPRUS, qui envoie une lettre disant « on a un souci de stock ». De cette lettre, nul n'est capable de dire ce qu'il est advenu, où est-ce qu'elle a atterri et pourquoi elle n'a déclenché aucune réaction. Moi, je serais beaucoup plus intéressée à retracer ce qui s'est passé à l'intérieur de l'administration et à l'intérieur du ministère de façon extrêmement factuelle. Et je me moque qu'on fasse tomber des têtes à la limite. Je veux bien dire « ok, c'est pas grave ». En fait, je pense que ça l'est, mais proposez-nous des solutions. S'il y a des chemins qui ont échoué, montrez-nous comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de demander des têtes, on risque de se retrouver à la prochaine pandémie dans la même situation parce qu'on n'a pas cherché de solution. Pas de purge stalinienne dans le monde de la santé, si je vous suis, Céline. Alors, juste, non, moi, je pense qu'il y a des gens qui mériteraient quand même de rendre compte, mais si vraiment, pour avoir des réponses, il faut qu'on abandonne, je préfère avoir des réponses et des solutions que des têtes coupées. C'est aussi bête. D'accord. Et si on cherchait les personnes qui devraient rendre compte, ce serait qui ? Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur la question, le témoignage de M. Salomon, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu de graves failles administratives. Et j'aimerais bien que l'on creuse ces questions-là et je vous dis qu'on établisse la matérialité des faits. On a des agences, on a des administrations. Ces gens sont censés avoir des rapports, sont censés tenir l'état des lieux de ce qui se passe. Je pense qu'on a des documents qui nous renseigneraient et j'aimerais beaucoup que ces documents émergent enfin. Vous avez également utilisé des sigles, on va donner la traduction. Alors, l'EPRUS, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et les ARS, ce sont les fameuses agences régionales de santé. Bertrand Perrier, votre point de vue sur ce qui vient d'être dit, et peut-être plus exactement le point de vue sur les auditions qu'on a eues depuis le début de l'ouverture des travaux de la commission d'enquête parlementaire, de Didier Raoult à hier Roselyne Bachelot et Marisol Touraine. Oui, alors effectivement, on est un peu là avec la clarté aveuglante des visions rétrospectives, puisque chacun ex post essaye d'expliquer ce qu'il fallait faire dans un moment où objectivement personne ne savait véritablement ce qu'il fallait faire. La déclaration de Roselyne Bachelot, on connaît bien Roselyne Bachelot, elle a une parole extrêmement libre puisqu'elle n'est plus dans la vie politique et elle a cette double casquette d'ancienne ministre, mais également de professionnelle de santé, puisque chacun sait qu'elle est pharmacienne. Et elle dit elle-même souvent que son grand complexe, c'est le grand complexe de l'armoire vide. Et que ce qu'elle déteste, c'est d'avoir des armoires vides et qu'elle revendique cette surcommande de vaccins, qui n'était probablement pas d'ailleurs une surcommande à l'époque, qu'on lui a beaucoup reproché, pour laquelle on l'a beaucoup moqué. Et en fait, ce débat sur le reproche fait aux médecins de ne pas avoir assuré eux-mêmes leur protection, n'est pas très lointain d'un débat qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais que les avocats ont eu, puisque les avocats aussi ont été à court de masques à un moment dans la période de pénurie, alors même que les avocats interviennent, comme vous le savez, dans des commissariats en garde à vue ou dans des tribunaux à proximité de détenus, de juges, de greffiers, dans un environnement de très grande proximité, puisque par hypothèse, les avocats ont besoin de communiquer confidentiellement avec leurs clients, donc à une très proche distance. Et à l'époque où on était dans une situation de pénurie de masques, les avocats ont saisi le juge, et plus précisément le Conseil d'État, pour obtenir des masques et du gel à l'époque, parce que c'était nécessaire à l'exercice des fonctions de défense qui, encore une fois, supposent un dialogue extrêmement rapproché. Et la seule réponse que l'on a reçue du juge, c'est écoutez, en fait, il est normal que l'État privilégie ses agents,
c'est-à-dire les juges, les greffiers, que donc dans une situation de pénurie de masques, eh bien, on a réservé les masques aux agents de l'État et que pour les professions indépendantes que sont les avocats, eh bien, la seule chose que le juge a dite, c'est eh bien, il appartient seulement à l'État de faire bénéficier les avocats des circuits d'approvisionnement pour obtenir des masques. Et donc, en réalité, les avocats, nous, on s'est fournis à travers nos organisations représentatives par des circuits d'approvisionnement et on s'est fournis nous-mêmes et on a acheté des masques à nos salariés et on a acheté des masques pour nos collaborateurs. Et donc, finalement, on s'est aussi retrouvé dans une situation de disette au moment où on en avait vraiment besoin. Si je vous suis, vous en êtes sorti. Nous en sommes sortis parce que la pénurie a cessé. Mais dans la période de pénurie qui est celle qu'évoque Roselyne Bachelot, on était dans la même situation et on a pourvu nous-mêmes à notre approvisionnement en masques. On a un certain nombre de réactions sur, vous pouvez en lire certaines d'ailleurs, sur le player et elles sont à côté de nous sur le chat. On va justement vous donner la parole. Je salue notamment Frisquet, Pragma, Popoulos qui nous ont rejoints. Nicole également. Le problème est que tous les moyens ont été mis dans les hôpitaux et on a laissé les libéraux face à la pandémie. C'était la critique justement d'une gestion qui a été hospitalo-centrée, comme nous le disait tout à l'heure Lucille. Nicole également qui nous dit, quand on voit les prestations de Bachelot après son retrait de la politique, on peut se poser la question de sa crédibilité, c'est un autre débat. Roland, vous nous dites, les médecins et leurs égos surdimensionnés n'apprécient pas d'être recadrés, on ne touche pas à cette caste, alors que Christophe nous dit, 41 morts chez les médecins généralistes, Roselyne Bachelot pourrait avoir un peu de retenue. Citoyen payeur nous dit mon généraliste macronien en 2017 donc n'a pas de mots assez durs contre la République en marche depuis quelques mois. Curieux, édifiant, la perte de confiance. Et Frisquet, lui, estime même qu'on pourrait monter jusqu'à 200 le nombre de médecins morts des suites du coronavirus. Juste peut-être, avant de clore, ce débat entre, effectivement, d'un côté, les médecins qui n'accepteraient pas la critique et des politiques qui n'auraient pas assez de retenue. Votre point de vue, Fergan? Au risque de me répéter, je pense que la critique adressée aux médecins est injustifiée parce que pour reprocher aux médecins de ne pas s'être procuré suffisamment de masques, encore aurait-il fallu que le commerce de masques soit à ce moment-là libre et légal, ce qui n'était pas, puisqu'on avait une doctrine de restriction malthusienne. On a appliqué une logique de rationnement en disant qu'il fallait absolument réserver les masques au personnel de l'État, et Bertrand Perrier l'a rappelé tout à l'heure. Il y a une doctrine restrictive. Or, je suis désolé de faire encore une fois mon théoricien de l'économie sur un ton professoral, mais quand vous êtes en première année d'économie, on vous apprend que le malthusianisme, réduire comme ça artificiellement la possibilité pour les consommateurs de se procurer une marchandise rare, ça induit un tas d'effets pervers parce que vous perturbez en fait les signaux de marché, les signaux de prix qui permettraient à l'appareil productif de s'adapter à une demande qui explose soudainement. Or, l'atavisme je dédie votre dernière analyse, Fergan, à tous les parents de familles nombreuses. Mais qui ne sont pas malthusiens, par hypothèse, ils l'ont prouvé. Exactement, exactement. C'est pour ça que c'était intéressant. Pardon, je vous ai coupé, mais on a compris quel était votre point de vue sur la question. On a posé la question justement aux internautes sur Twitter et sur YouTube sur cette polémique. Roselyne Bachelot a-t-elle raison de dénoncer l'attitude des médecins sur la pénurie de masques et de blouses? C'était la question qu'on vous posait sur Twitter. Vous avez continué de voter pendant le débat. Mais on observe les mêmes tendances. Vous êtes partagés, une légère majorité, en tout cas ceux qui ont voté, une légère majorité dit non, elle n'a pas raison, mais c'est à 50,3%. Voilà pour cette question. On y reviendra. On n'a pas abordé la question qui est l'autre polémique, Didier Raoult et les hôpitaux de Paris, mais vous pouvez justement retrouver tous les termes de la polémique, du débat, les réponses sur le site du Figaro, où on revient largement sur cette dernière polémique entre
le professeur marseillais et l'ancien membre du gouvernement Fillon, Martin Hirsch. Napoléon n'est pas content. C'est Napoléon 30 exactement, puisque c'est son pseudo, le nom du comte Figaro, qu'il utilise, où il s'est dit remonté contre l'attitude des plateformes honteux où est la liberté d'expression. C'est son commentaire, c'est votre commentaire, Napoléon, à ce communiqué de YouTube qu'on va retrouver après avoir mis